Très heureux d'être là. Stressé, évidemment, surtout que je n'ai rien préparé et, et que j'ai voulu rassembler rapidement des notes, mais je me demande si ça n'aggrave pas la situation et si je ne devrais pas y aller complètement, complètement spontanément. Donc encore merci pour l'invitation. Ce que je vais faire ce soir risque d'être donc forcément un peu expérimental. Je vais juste partager avec vous des hypothèses que j'ai en lien avec le virus, donc pour prolonger un peu cet état d'inquiétude que vous avez connu quelques années et qui peut-être déjà est en train de s'éloigner chez vous. Donc je vais vous rappeler au bon souvenir du virus, je vais rappeler le virus à votre bon souvenir. Donc je vais essayer de vous proposer une théorie que j'appelle une théorie d'un virologique triple, donc 3 niveaux de virus. Et ensuite, on pourra en discuter. Et si vous arrivez à me convaincre que je me suis trompé, ben, ça aura quand même été l'opportunité d'un bel échange, je crois, avec vous. Donc, comme vous le savez, hein, depuis un centre unique, une infection s'est développée très rapidement et avec une telle vélocité que très vite, il n'y a plus un seul coin de la planète qui n'en soit contaminé. Alors, je parle du capitalisme, bien sûr, mais vous savez maintenant que les virus procèdent un peu par le même lit des violences faites au naturel et se développent eux aussi au gré des circuits marchands, etc. Donc il y a une sorte d'identité entre le capitalisme et le virus biologique dans la façon de perturber des structures organiques existantes. Alors, donc, ce que j'aimerais proposer comme hypothèse, c'est que ce n'est pas tout du viral, qu'il y a un troisième niveau de virus, encore plus subtil, plus compliqué, mais moins complexe, qui, lui, se niche au cœur du système techno-industriel. Et que si ces 3 niveaux de virus coalisaient, donc le virus naturel, le virus de la nature, le virus dans les structures sociales qu'est le système financier international et le virus dans les logiques d'outils, les logiques d'auxiliaires que je sens se développer à la faveur de la révolution digitale, ben, si ces 3 virus coalisaient, ben, il y aurait le potentiel d'une sorte de nouvel impérialisme qui lui serait terminal et qui serait une nouvelle forme de colonisation qui n'est pas une emprise sur des territoires quantifiables, mais une sorte d'occupation du réel lui-même. Alors je ne parle pas de métaverse ni de Matrix, il ne s'agit pas de quitter notre réalité pour une autre réalité, mais je pense que cette coalition aurait le potentiel de terraformer en quelque sorte notre réel tel que nous le connaissons, et donc on assisterait à ce qu'on peut appeler une forme de réification. Voilà. Alors, je vais essayer de faire un peu d'aller aux origines hein, de ces perturbations. Et en réalité, elle procède d'une histoire qui est très européenne, une histoire que j'appelle celle des ruptures disorganiques, une histoire foncièrement européenne, puisque cette révolution a commencé en Europe et elle était très justifiée par rapport à ce qu'était le destin des Européens et aux envies légitimes que les Européens avaient d'améliorer une situation qui, à beaucoup d'égards, était discutable. C'est ce que Helmut Rosa appelle la bonne vie. Donc, dans l'effort d'atteindre la bonne vie, les Européens ont rompu avec des façons de voir organiques du monde, des cosmovisions du monde, et ont fondé ce qu'on pourrait appeler la rationalité, qui, encore une fois, était complètement légitime et éthique par rapport à ce qu'était la situation des Européens à ce moment-là.
Mais cette rationalité donc, procède par plusieurs ruptures. La première rupture dysorganique, c'est donc la rupture qui se cristallise avec les Lumières autour de l'extraction de l'homme de la nature. C'est ce que Descartes disait que l'homme est esclave de la nature et il ne peut se réaliser qu'en la soumettant, en prenant le contrôle. Et donc à partir d'un moment donné, l'homme européen a initié cette révolution qui n'est partagée par aucune autre société ou de groupe organique traditionnel du monde, de se penser non naturel et même en conflit avec la nature. Alors que partout ailleurs, dans sa périphérie, les gens continuaient à être complètement indistincts de la nature. Ils considéraient que la nature débordait en eux, puisqu'on n'est pas des êtres d'artifice, hein, on est des êtres naturels. Et donc l'homme européen a donc mis la nature à distance et l'a même réduite en ses utilités. Et donc il y a eu dès lors un rapport instrumental à la nature qui devenait quelque chose dont on pouvait se servir pour le bénéfice exclusif de l'homme. Donc une forme d'anthropocentrisme fondée dans le cadre de ce qu'on appelle la modernité. Alors il y a aussi de l'anthropocentrisme hein, dans les populations dites primitives organiques, mais ce n'est pas un anthropocentrisme clivé de la totalité. Dans cet anthropocentrisme-là, on distingue évidemment la place de l'homme comme étant une place spéciale, mais justement, cette place spéciale le met en responsabilité de tout le reste. Donc il ne peut poser aucun acte qui créerait en quelque sorte une perturbation dans la cohérence du tout. Donc encore une fois, c'était complètement révolutionnaire du point de vue de l'expérience humaine, de ce qu'on donc on va fonder en Europe, qui est que Descola appelle le naturalisme. Donc cette ontologie particulière occidentale, devenue aujourd'hui évidemment le logiciel du monde, puisqu'elle s'est émancipée de son berceau et à la faveur de la colonisation et de l'importance de plus en plus grande que va prendre la pensée européenne, elle s'est imposée à toutes les populations. Alors, il y a une deuxième rupture dysorganique qui s'est opérée ensuite, qu'on pourrait appeler l'individualisme. C'est-à-dire qu'on a modélisé ensuite le groupe sur le modèle de la nature. Et l'homme n'était pas complètement réalisé une fois qu'il s'était abstrait de la nature. Il devenait réellement homme et complètement achevé s'il élaguait aussi le lien avec les autres hommes. Parce que tant qu'il restait en tribu, était trop contraint par la famille et des structures sociales, eh bien, il n'était pas encore complètement réalisé comme homme. Donc la pensée européenne, la pensée occidentale va théoriser comme une éthique l'individualisme. D'abord purement à grand renfort de ressources philosophiques, puis l'art va s'en mêler et vous allez observer que toute la série des oppositions classicisme, romantisme, toute la série des oppositions artistiques sera pour faire un homme de plus en plus individuel, un homme de la rêverie, un homme isolé, de la mélancolie, et tout l'esthétique de l'art sera en réalité un effort de modéliser le lien social à l'image de la liane. Et donc, il fallait faire aussi des grandes coupes dans l'importance que la dépendance, en quelque sorte, aux autres pouvait avoir pour l'être humain. Donc, alors l'individualisme va être le moment où il va devenir évident que tout cet effort d'élaguer, de réduire de plus en plus l'homme comme une sorte de potier qui enlèverait de plus en plus de matière pour aller vers quelque chose d'idéal, prospérait aussi parce qu'il servait des logiques marchandes. Et donc, mettre la nature sous coupe réglée et faire des individus arrangeait le marché parce que, évidemment, hein, quand vous ne considérez plus que vous êtes en parenté avec la nature devient un potentiel
un potentiel immense, infini, on a pu le penser à un moment, dans lequel on pouvait prélever pour faire ce qu'on voulait. Et étant isolé, ben, évidemment, vous consommez plus, puisque quand vous êtes en groupe, vous n'êtes pas obligé, par exemple, d'avoir tous les mêmes produits, puisque le même device peut circuler entre tous. Et quand vous êtes dans des sociétés atomisées, eh bien, chacun est obligé d'accumuler parce qu'évidemment, il n'a plus ce lien avec les autres qu'il pourrait actionner pour lui éviter de consommer. Donc, en réalité, ce qu'on considère comme une sorte d'épopée de la pensée et de la pensée allant de plus en plus vers du raffinement pour accoucher de l'homme était en réalité un gros archaïsme de la sacralisation du chiffre qui s'est opéré donc en Occident. Et évidemment, ça s'est fait au détriment de beaucoup de catégories. Il y a une partie de l'humanité qui a été assimilée, par exemple, à la nature et qu'on a exploité sur le modèle de ressources utilitaires naturelles qu'on pouvait mobiliser. Et en Occident même, la femme, par exemple, de l'homme raffiné à produire, a été la dernière frontière en quelque sorte, puisque la femme, comme vous le savez, patrimonialise beaucoup de lianes et de liens. C'est l'être dans lequel la nature déborde le plus, hein, puisqu'elle ressent la lune. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est hystérique. Donc, il y avait plus d'efforts en quelque sorte à produire sur la femme pour achever l'homme mathématiquement ou selon le chiffre réalisé et complet. La femme a été un des territoires de la résistance justement à ce processus de simplification de la complexité de l'homme dès qu'il était pensé comme participant de quelque chose qui le dépasse et dont il ne pouvait pas être complètement extrait. Ce que j'aimerais donc proposer, c'est de considérer que l'histoire ne s'arrête pas là et que cet effort de raffinement pour sortir l'homme de la structure biosphérique, puis l'isoler de la structure sociale, n'était pas encore final et qu'en réalité, il y a toujours eu un fantasme dans la pensée européenne, dans la pensée moderne, de faire un homme encore plus achevé. Et qu'est-ce qu'il lui fallait pour être définitivement réalisé? C'est qu'il puisse, en quelque sorte, s'émanciper aussi de son carcan de chair. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qu'on voit comme un duo insécable, on puisse arriver donc à le briser et que la conscience, en quelque sorte, soit sacralisée et qu'elle puisse se mouvoir librement, qu'elle survive au corps putrescible, etc., etc. Alors l'art s'est beaucoup occupé de ça à un moment donné. Mais la pensée occidentale, encore une fois, beaucoup appuyée par un paradigme qui est un paradigme du profit, ce qu'on appelle vulgairement le capitalisme, n'a pas abandonné ce projet d'une troisième rupture dysorganique. Et ce que j'aimerais proposer comme réflexion, c'est qu'on a l'impression qu'elle a aujourd'hui les moyens de ce niveau ultime de réalisation de l'homme, avec toutes les ressources que lui apportent aujourd'hui les technologies du digital, puisqu'on nous promet désormais d'avoir une existence autonome uniquement de conscience dans certains espaces. On nous permet de pouvoir doper notre conscience à grand renfort de capteurs, de greffes, de prothèses, et que certains même, c'est le grand idéal du transhumain, espèrent que notre conscience pourrait nous survivre si on mourait demain. Donc, si ce que je dis est trop obscur, n'hésitez pas à m'arrêter. J'aimerais vraiment qu'on voit ça comme un échange. Donc il y a aujourd'hui, on vit un peu en retard sur la pensée des catégories, la pensée des lumières, la pensée utilitariste, la réalisation de quelque chose qui reste un projet de s'éloigner au maximum des logiques
qu'on peut considérer primitives, organiques, ou des visions organiques du monde. Alors maintenant, là où j'aimerais qu'on essaie d'aller un peu plus loin, c'est de considérer qu'à chaque rupture dysorganique dont je parle, il y a quelque chose qui s'abstrait. Il y a une sorte d'éthéré qui se réalise, qui est à chaque fois problématique. Et donc il y a un territoire un peu qui se réalise à la marge d'un éthéré à chaque rupture. Et c'est la coalisation, c'est la mise en système de ces trois territoires un peu de marge qui a donc ce potentiel dont je parle de créer une réalité alternative qui pourrait même challenger le réel tel que nous le connaissons aujourd'hui. Alors on va essayer de voir un peu à chaque niveau de rupture quel est l'éthéré qui se réalise et en quoi il est problématique. Pour les technologies du digital, c'est complètement évident en quelque sorte, puisque le digital procède, comme j'aime bien le dire, par deux prétentions. Donc la première prétention, c'est que pendant longtemps, le capitalisme a pensé qu'il pouvait forcer les États à fonctionner comme des entreprises. Et là, de cet effort, il se dit aujourd'hui qu'il arriverait plus rapidement à ses fins s'il faisait directement des entreprises qui deviennent des États. Alors, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais il y a une deuxième prétention qui, elle, nous intéresse directement, c'est que toutes les technologies que nous connaissons, en réalité, ont eu comme modèle la structure sociale. Et la structure sociale étant la première des technologies, ajoutée de l'homme à l'homme. L'homme augmenté ne date pas de la possibilité de pouvoir mettre des capteurs ou de greffer des prothèses à un humain. L'homme augmenté date de très 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 longtemps, du jour où les hommes ont compris qu'en se mettant à plusieurs, ils arrivaient plus facilement à faire les choses. Donc le groupe, la tribu, la famille ont été de tout temps une technologie très 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 complexe qui permettait aux humains de performer. Et toutes les technologies qui sont arrivées après ont eu le groupe, le lien social pour modèle. Avec les technologies du digital, on a l'impression que on se sent désormais comme un pis-aller valable au social. C'est-à-dire que la technologie n'est plus seulement une logique de service, du lien social, mais la technologie affiche une prétention à créer un monde social en soi dans lequel nous pourrions venir uniquement comme individus et nous réaliser. Alors, je pourrais expliquer cela après. Donc, il y a une sorte d'abstraction qui s'opère et donc on a l'apparition de quelque chose qui n'est plus une logique de service, mais une logique d'autonomie, proposer un monde en soi complet proposé aux hommes qu'ils pourraient expérimenter, dans lequel ils pourraient évoluer complètement sans structure sociale, puisque ce monde-là nous mitige l'importance des structures sociales classiques et nous permet de nous sentir inscrits dans quelque chose qui fonctionne tout à fait de façon cohérente. Et ça devrait nous rappeler une chose, parce qu'on a déjà eu ce mouvement d'abstraction avec ce qu'on appelle l'économie. L'économie elle-même était une catégorie du service. L'économie était là pour servir les humains et devait juste fonctionner comme une sorte de grand livre de comptes qui permettait mieux peut-être de régler toutes nos interactions et d'être donc juste un support de la structure sociale, un support comptable, si on veut, de la structure sociale. Et puis l'économie, cet abstrait a fait sa révolte, cet abstrait du service, et elle est devenue un monde en soi. Aujourd'hui, l'économie tire ses lois d'elle-même. Elle n'obéit plus du tout à aucune logique que lui imposeraient les hommes. C'est un monde complètement fermé, c'est une espèce de pensée magique, ce qui est drôle pour quelque chose qui est quand même censé être un espace de la rationalité. Nous obéissons aux règles de l'économie, alors que c'est l'économie qui devrait obéir à nos règles. Donc,
Vous voyez que dans le monde, dans l'expression des structures sociales, on a déjà connu une forme d'abstraction qui est l'économie. Et on connaît aussi, on en a fait donc l'expérience récemment, il y a des abstractions dans le monde naturel qui prennent la forme de virus ou de problèmes peut-être plus grands demain. Et donc, mon propos ou mon sujet, c'est de se dire que si il y avait une coalition telle que le proposent déjà certains grands groupes d'investir à la fois ces trois éthérés, le monde digital autonome, le monde du social, mais autonomisé, prenant ses règles en lui-même, et un monde naturel, lui aussi complètement autonomisé des règles réelles du naturel, eh bien, on créerait un monde dystopique, certes, mais ayant un potentiel de complètement bousculer notre monde. Et on achèverait une sorte de civilisation de l'artificiel, donc un artificiel complètement achevé, qui est peut-être l'impérialisme final qui attend l'humanité. Et donc, l'effort à chacun de ces niveaux qui donc pourrait faire synthèse demain, c'est de mettre en silence le naturel. Et la radicalité du vivant doit à chaque fois être mis en silence. Et donc, quand on met en silence les règles même du naturel et la radicalité du vivant, c'est qu'on propose une sorte de réjouissance de la mort, voyez-vous. Et donc, en réalité, on a aujourd'hui tous les éléments pour ne plus se plaindre comme on le fait à longueur de journée aujourd'hui, surtout dans les milieux intellectuels, de se plaindre du fait que le vivant est menacé, etc., puisque désormais on a la mort complètement possible dans lequel on pourrait tout à fait prospérer tous de façon complètement épanouie. La question étant de savoir si on veut vivre la mort et est-ce on est prêt à faire le deuil de la vie. Alors, je vous entends, je sais ce que vous vous dites, oui, il est bien gentil avec ses spéculations, c'est drôle, c'est marrant, mais la ville dans tout ça, ben, j'y viens. Donc, et j'y suis même, puisque donc cette triple viralité, ce triple éthéré dont je parle, a directement à voir avec l'urbain, et ne se fait ou ne se propose de plus en plus comme possibilité d'achèvement qu'à la faveur de la métropolisation générale. Et alors là-dessus, je vais juste donner quelques indications pour donc essayer de peindre le tableau de cette ville de la mort en réalité. Donc, je vais parler de ville, mais encore une fois, ça va être une dystopie. Je suis désolé. Alors, donc il y a toujours eu deux approches de la ville. Il y a deux grandes approches de la cité-État. Il y a l'approche de ceux qu'on a appelés les contractualistes, qui ont proposé d'imaginer que la ville a été une réponse tout à fait bonne et efficace pour mettre ensemble des gens qui, sans cela, se faisaient la guerre en permanence. Et donc, on arrivait en ville en acceptant de se débarrasser d'une liberté tout à fait particulière et on gagnait une liberté partagée. Et donc la ville était une sorte de grand parapluie sous laquelle l'expérience humaine pouvait être plus large, partagée et pouvoir continuer à se développer. Et il y a une deuxième approche de l'apparition des premières cités-États qui est celle de ceux qu'on appelle les anthropologues anarchistes qui, eux, considèrent que de tout temps, la ville a été une violence et un dispositif ou un processus générique qui a attaqué en permanence toutes les populations, tous les groupes qui voulaient être libres, les vagabonds, les nomades, etc., etc. Et donc la ville a de tout temps été une logique de grille pour forcer à fonctionner ensemble des gens qui ne le voulaient pas.
et une logique de grille dans le sens où ça permettait donc de les inscrire dans une sorte de grande machine où on pouvait greffer du profit ou de la capacité de contrôle. Donc, j'ai l'impression que la dystopie que je vous présente sans le potentiel, sans ce deuxième potentiel de la ville, elle investit complètement. Et on a eu, à la faveur de la crise de la quarantaine, une sorte de grande répétition, je crois, de ce que serait la ville si elle était une ville de ce virologique triple dont je parle. Alors, comment se propose cet objet urbain un peu dystopique? C'est principalement un objet urbain où est déplacé l'espace de la lutte sociale. C'est-à-dire qu'avant, on poussait les hommes à aller à l'usine. Il fallait passer le plus de temps possible à l'usine parce que l'usine, c'est le moyen unique à la fois de vous exploiter, parce que vous utilisez votre force de travail, et de vous surveiller. Vous étiez sous l'œil de la panoptique. Alors désormais, on n'a plus besoin que vous soyez à l'usine, puisque les machines font très bien le travail que vous faisiez. On a besoin que vous soyez chez vous. Parce que le capitalisme en configuration devient un capitalisme de la donnée, où ce qu'on a besoin de prélever, c'est vos données. Donc on veut que vous passiez le maximum de temps sur vos machines. Donc quand vous êtes enfermé chez vous, c'est le moyen unique désormais de vous exploiter, enfin chez vous seul, hein, évidemment, pas chez vous dans une famille multiple où vous pourriez perdre du temps à discuter, parler aux enfants, etc., qui serait du temps en moins pour la grande machine, la grande infrastructure pour pomper la donnée. Donc vous devez être chez vous, mais seul. Et là, donc, on vous exploite, vous êtes inscrit dans la grande machine d'exploitation, mais aussi on peut vous surveiller. Et cette image orwellienne du télécran devient de plus en plus concrète aujourd'hui. Donc on ne veut surtout pas que vous soyez des gens de l'extérieur, des gens de l'expansion dans la nature. D'ailleurs, il ne faut plus qu'il y ait de la nature parce que c'est du temps perdu pour le nouveau capitalisme. Il faut que vous soyez sur des téléphones, vos ordinateurs. Et donc l'espace public devient un espace complètement dégagé, uniquement pour vous amener de la nature, de la nourriture plutôt, surtout pas de nature, avec des livreurs Uber, tant que les drones ne sont pas capables de le faire encore, mais bientôt ils pourront le faire eux-mêmes. Et donc l'espace public est dégagé uniquement pour de l'algorithme. Et vous vous êtes enfermé chez vous et vous avez comme ça des sortes de grappes d'habitacles, ce n'est plus des habitations, où chacun doit être sur un ordinateur. Et c'est la peinture idéale de la ville rêvée pour le système capitaliste du triple virologique aujourd'hui, parce que ça lui permettrait une société du contrôle et du gain multiplié à l'infini. Et vous comprenez tout de suite que ça oblige normalement les hommes à renouveler les réflexes qu'ils avaient de la contestation, puisque désormais, on a pu l'observer avec ce qu'on appelait la crise des Gilets jaunes. Tout ce qui était intuitif dans la résistance alimente désormais directement la machine qu'on veut combattre. Si vous faites grève, eh bien, la digitalisation de la société se retrouve extraordinairement dopée parce que vous laissez de la place à ce qu'on aille de plus en plus loin dans le solutionnisme technologique. Si vous êtes dans la rue, c'est l'opportunité de tester des drones à la surveillance, etc., etc. Donc, cela oblige d'ailleurs la contestation à se renouveler, à comprendre qu'en réalité, la meilleure façon de résister aujourd'hui, ce n'est pas de protester dans la rue ou de faire grève, c'est d'aller dans la nature. C'est recréer du lien, passer de moins en moins de temps sur son téléphone et son ordinateur. Et alors, je viens doucement vers ma conclusion. J'aimerais dire juste un mot sur l'Afrique. Évidemment, tout ce que je dis là concerne très directement l'Afrique, puisque
Comme vous le savez, ce continent vit en ce moment quelque chose d'extraordinaire. Elle va doubler de population dans les 30 prochaines années. Les plus grandes villes du monde, en tout cas les 5 plus grandes villes du monde, risquent d'émerger sur ce continent à l'échéance 2050. C'est un humain sur 4 qui sera africain, dont un urbain sur 6 qui vivra sur ce continent-là. Donc il y a des villes extraordinaires, des villes-régions carrément qui sont en train de se créer. Et si ces villes-là devenaient des villes du système que je viens de peindre, eh ben elles achèveraient beaucoup plus rapidement, elles importeraient ce que j'appelle la misère occidentale. Elles accéléreraient extraordinairement ce qu'on appelle l'anthropocène, etc., etc. Par contre, si elles proposaient des lieux de résistance, parce qu'elles ont en patrimoine des façons organiques de fonctionner encore qui sont très, très, très résistantes, eh bien, elles civiliseraient ce projet dystopique et le combat serait gagné pour l'humanité entière puisque le nombre est désormais du côté des Africains. Donc, paradoxalement, il semblerait que ce soit en Afrique que cette question-là va se solder. Et ça va se solder à un moment où les Africains sont devenus de plus en plus frileux à ce que les Occidentaux leur fassent la leçon. Alors qu'en réalité, pour une fois, les Occidentaux seraient autorisés à donner leur avis sur ce que font les Africains, puisque ce que font les Africains vont les impacter directement. Mais ce ne sera plus possible. Donc vous allez vivre, vous autres Occidentaux, un grand déchirement, puisque maintenant que vous êtes légitimes pour intervenir en Afrique, les Africains ne voudront plus que vous le fassiez. Il faudra espérer que tout seul, ils mènent ce combat et qu'ils le mènent dans le bon sens. Bon, je vais parler un peu d'architecture, juste pour finir, parce qu'on m'a prévenu qu'il y aurait des étudiants d'architecture. Donc, je vais juste donner quelques pistes de solutions, pour ne pas rester que sur quelque chose d'alarmant. Comment on pourrait corriger un peu ce tableau, ce futur acquis à ce virus triple. Donc, à mon avis, d'abord, cela passera par une révolution féminine. Parce qu'encore une fois, ceux dont on parle, le lien et la liane, sont partout dans le monde des territoires où ce sont les femmes qui sont les gardiennes. Et donc, il va falloir, il y aura forcément, pour corriger ce problème-là, une prise de pouvoir, pas des femmes, mais en tout cas une prise de pouvoir féminine. Deuxième chose qui me semble très importante, c'est qu'il va falloir élaborer de nouvelles comptabilités de la valeur. On est aujourd'hui inscrit donc dans un paradigme qui est devenu le logiciel de l'humanité entière, qui est le paradigme du profit, qui invisibilise un certain nombre de valeurs qui ne sont pas compréhensibles pour ceux dans la grande comptabilité de ce paradigme-là. C'est Vandana Shiva qui dit, je crois, qu'une femme qui met une graine dans la terre, ce n'est pas compréhensible, ça ne dit rien au capitalisme, mais un homme qui coupe un arbre, le capitalisme le comprend. Il en voit l'intérêt, il en voit la valeur. Là, il y a une production d'énergie qui le renseigne. Encore plus s'il coupe avec une machine. Alors là, on est vraiment... la grande machine à manger du chiffre peut digérer cette information, alors qu'une dame qui met une semence au sol, c'est trop lointain. Et pourtant, il faut que la dame mette la semence au sol pour qu'un homme puisse couper un arbre demain. Donc, comment faire entrer dans la comptabilité des valeurs qui aujourd'hui sont complètement invisibilisées et qui sont des valeurs qu'on arrive tout à fait à donner, auxquelles on arrive à donner de la place dans d'autres conversations, dans d'autres géographies, mais qui, dans le système capitaliste, ne trouve pas sa place. Donc, de nouvelles façons de calcul de la valeur, y compris dans les écoles, puisque
que ce soit dans les écoles d'architecture, dans les écoles de design, le professeur va vous faire une tape sur le dos, vous donner une bonne note parce que vous avez fait un produit qui pénètre idéalement le marché. On ne vous félicite pas en réalité parce que vous avez designé quelque chose qui ne crée aucune crise en aucun endroit de la planète, qui apporte de la paix sociale, etc., etc. Ces valeurs-là sont difficiles, même dans nos formations, à mettre en avant comme pouvant rentrer dans le critère de notation et dans la promotion. Donc il faudra ériger l'importance de ces valeurs et challenger le système de comptabilité actuel avec. Cela passera par un autre niveau qui est de renouveler carrément le narratif. Et il faudra changer en réalité de paradigme et trouver d'autres paradigmes qui fonctionnent. Et là-dessus, il faut arrêter de dépendre uniquement des archives occidentales et regarder aux archives périphériques, puisque des populations partout dans le monde ont eu, eux, des systèmes beaucoup plus vertueux, des systèmes de l'interdépendance, qui ne sont pas des systèmes de l'utilité, et voir comment ces systèmes fonctionnaient, pour voir si on peut en ériger de nouveau, avec l'enjeu d'en faire des systèmes globaux, puisque malgré tout, on est quand même dans une réalité globale aujourd'hui. Je dis cela parce que la plupart de ces systèmes, qui souvent prennent la forme de cosmogonie, sont quand même très localisés et sont performants à une certaine échelle. Alors, comment développer des cosmogonies globales aujourd'hui? C'est un des enjeux pour régler le problème que j'ai présenté là. Donc, on va avoir besoin de ressources de l'imaginaire pour régler cette question-là. Et encore une fois, c'est possible que la capacité de l'Occident à se renouveler lui-même soit déjà très, très, très contrainte et que l'Occident soit très aride dans la capacité de produire de nouveaux imaginaires. Donc, il faudra accepter peut-être que d'autres géographies aient le lead sur ce sujet-là, s'ils ne sont pas complètement occidentalisés déjà, comme c'est le cas dans de plus en plus de coins, de plus en plus reculés de la planète. Voilà. Juste pour parler quand même un peu d'architecture et illustrer comment la cosmogonie peut être performante en termes de design, c'est-à-dire de concepts appliqués, j'aimerais vous parler d'architecture vernaculaire africaine pour teaser un peu, mais sur des exemples du passé, hein, certes, comment on fait système sans crise, sans abstraction, dans des sociétés traditionnelles, en l'occurrence des sociétés ici africaines. Donc je vais vous présenter rapidement en quelques images un travail que j'ai fait sur les dernières années sur des architectures traditionnelles africaines. Et ce travail a permis, donc c'est sur 2 lots essentiellement d'architecture, dont certaines sont ou en péril ou ont complètement disparu aujourd'hui. Donc les lots, c'est ce qu'on pourrait appeler la région du lac Tchad et la région voltaïque. Et donc j'ai réussi à isoler 8 principes architecturaux qui ont l'air de revenir systématiquement dans ces architectures qui semblent pourtant complètement différentes sur le plan de la forme les unes des autres. Et si elles sont si répétitives, là il y a un effort de les schématiser, hein. Elles ne se présentent pas du tout comme ça sur le terrain, mais c'est un petit effort d'abstraction que j'ai fait avec un graphiste. Et c'était dans le cadre de la Biennale d'architecture de Venise de 2020, où je devais donc présenter ce travail, mais le virus en a décidé autrement. Donc c'est un effort de synthétisation de ces 8 principes. Alors je vais vous citer rapidement les principes, parce que ce sont des principes en réalité, même si souvent certains se manifestent de façon symbolique dans le bâtiment, servent une éthique. Et évidemment, ces 8 principes sont comme une diffraction de quelque chose qui est une ontologie, qui est verrouillée dans le système de pensée grâce à un discours mythique qui est la cosmogonie. Je pourrais expliquer tout ça plus calmement s'il y a des questions, des questions là-dessus. Donc, premier principe, c'est la figure de gestation. C'est le fait que, je vais peut-être
Donc, je vais beaucoup l'illustrer avec l'architecture des Betama-Ribet. C'est une population qu'on trouve au nord du Togo et du Bénin. Donc, cette population fait ces sortes de fortins de terre. Et c'est une architecture qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, c'est une architecture complètement défensive, mais qui donc incube ces 8 principes que je vais vous présenter rapidement. Donc la figure de gestation, c'est le fait que vous avez systématiquement dans la maison africaine quelque chose qui rappelle l'accouplement ou la naissance. Alors ça peut être symbolique. Est-ce que vous avez ma souris? Chez les Kasséna du Burkina, l'expression de la figure de gestation, ça va être cette forme-là. Donc, que les anthropologues appellent une forme fœtale. Vous voyez ce 8 ? Le 8, là, c'est la maison, c'est l'espace de la femme. Donc, l'espace d'accueil et la cuisine. Et donc, vous avez souvent des formes comme ça qui sont là pour dire fœtus, tout simplement dans le bâtiment. Alors, à quoi ça sert de... Alors, si ce n'est pas ça, ça va être comme chez les Dogons ici, un peu en subliminal dans le plan de la maison, une scène d'accouplement. Donc ça, c'est des informations qu'on a grâce à Marcel Griol et aux entretiens que lui ont accordé un vieux Dogon qui s'appelait Ogo Temeli. Alors, qu'est-ce que ça dit, ces figures de gestation? En réalité, ça prend en charge quelque chose qui est très moderne, très contemporain, que nous, on appelle la durabilité. Autre principe, c'est l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, c'est le fait que la maison africaine a toujours des yeux, une bouche, un nez, des pieds, des bras. La maison a toujours figure humaine. Donc là, on le voit. Alors, donc ça, c'est une coupe dans une maison Dogon. Mais là, vous avez le plan. Vous voyez que le plan, c'est une tête, des bras, des jambes. Donc il y a un tronc et les 2 jambes. Alors le plan rappelle un humain parce que en réalité, ces sociétés sont anthropomorphes et anthropocentrées. L'homme est différent de tout le reste. Parce que l'homme, toujours dans les cosmogonies, est le dernier de la création. Il vient en dernier dans l'enchaînure de la gésine. Et parce que c'est le dernier, il a la responsabilité de tout ce qui le précède. Et donc ce n'est pas afficher la figure de l'homme pour dire que l'homme est le plus important, donc il peut tout dominer, mais c'est l'homme qui a le plus de responsabilités. Et cette responsabilité-là fait que sa figure est la figure idéale de toute chose. Toute chose, que ce soit la maison, le village, mais même l'ustensile de cuisine, prend figure humaine parce que c'est l'homme est le modèle idéal de toute chose. Donc ça nous renvoie à un autre principe qui est la fractale. La fractale, c'est la répétition à l'infini du tout dans la partie. Et tous les villages africains sont aussi construit sur ce modèle-là. Et la fractale, ce que ça prend en charge, c'est l'unité, c'est de dire qu'il y a une interdépendance du plus grand et du plus petit. L'infime résume la totalité et il y a une sorte d'identité entre chacune des parties et le tout. Donc il n'y a pas d'angle mort, une crise n'est jamais isolée, une crise est une crise de toute la société, etc., etc. Donc il y a d'autres principes. Je ne vais peut-être pas tous les présenter. Je pourrais aller dans le détail s'il y a des questions là-dessus. Il y a la panoptique, qui est un principe utilisé, avancé surtout par un philosophe utilitariste, Jeremy Bettman, qui a été repris par Foucault, mais lui pour décrire des architectures carcérales, donc des architectures où il n'y a pas de possibilité de se cacher, où on peut voir tout le monde. Et en réalité, les constructions africaines sont aussi panoptiques. Mais cela ne sert pas là une idée de contrôle directement, mais ça sert une idée qu'on est tous au même niveau. On est tous responsables les uns des autres. Donc personne n'échappe au regard de la communauté, et la communauté est responsable, on dit en Afrique qu'il faut un village pour élever un enfant.
Et, et, euh, et donc, il y a une panoptique un peu inversée qui ne sert pas à une logique de contrôle, même si des fois, hein, évidemment, ça dérive et ça devient des sociétés africaines, des sociétés où on n'a pas d'intimité, on ne peut pas, etc., etc. Surtout si on est déjà très acculturé à un mode de vie occidental. Mais voilà, par exemple, une valeur de la société qui, symboliquement, est prise en charge par un dispositif spatial. Alors, il y a d'autres principes, la totalité, l'unité, la différentialité, etc., etc. Donc, voilà. Et pour dire que, enfin, pour finir complètement, donner quelques indications sur l'architecture des Bêta-Maribaie du Nord Togo. Où est-ce que tout cela nous mène? Cela fait qu'à l'arrivée, vous vous rendez compte que le bâtiment, la maison n'est pas quelque chose de neutre. En réalité, la maison est un être avec lequel on est complètement emparenté. Et souvent, chez beaucoup de ces populations, c'est une femme. Quand vous allez chez les Bêta-Maribaie, par exemple, donc ils vivent dehors, hein, puisque les Africains ne vivent pas à l'intérieur, ils vivent toujours dehors, on rentre dans la maison pour dormir. Donc ils sont dans la cour, mais quand vous arrivez, vous ne saluez pas les gens qui sont dans la cour. Vous dépassez les gens, vous allez vers le takienta, donc leur maison, vous passez la tête par l'embrasure de la porte, et seulement après, vous avez le droit de venir parler aux gens qui sont dans la cour. Et en faisant cela, vous saluez la maison. Et vous saluez d'abord l'être le plus ancien de la communauté, puisque la maison est la femme un peu primordiale de toute cette communauté-là. Et un Tamberman, quand il quitte une audience, il dit « je retourne voir ma mère ». Mais il ne parle pas de sa mère physique, il parle de la maison. Et donc la maison est vraiment, c'est à la fois une femme et une tombe dans la pensée des Africains. C'est ce qui accouche et ce qui engloutit aussi. Et donc on sort de la maison au matin comme on naît de sa maman. Donc l'Africain renaît tous les jours et tous les soirs il vient mourir dans la maison. Et cette image pour dire que quand les enfants naissent, généralement ils restent reclus eux aussi c'est souvent la cuisine, l'espace de la femme, jusqu'à ce qu'ils soient présentés au public. Et ça arrive souvent vers 3-4 mois. Et la façon dont l'enfant est présenté, c'est comme si l'espace où il a été confiné accouchait à nouveau de lui. Donc il y a vraiment cette idée que la maison donne naissance à tous les gens qui font communauté. Ce qui fait que la maison n'est pas quelque chose encore une fois, de neutre, qu'on peut produire de façon standardisée, mais investi d'une qualité particulière qui la distingue. Je vous remercie.